Jean Bodin est un penseur majeur de l'absolutisme qui développe sa pensée dans un contexte troublé qui est celui des guerres de religion. Et il est décédé en 1596. Et nous sommes donc au XVIe siècle, à une époque où les guerres de religion traversent l'Europe et suscitent une profonde mise en cause de la monarchie qui est incapable de surmonter cette crise, d'assurer l'ordre, d'assurer la paix, d'assurer la sécurité à ces sujets. Et par crainte du désordre et des guerres civiles, des auteurs essayent de répondre aux attaques qui sont faites à la monarchie, des attaques par exemple qui sont menées par les monarchomaques protestants, qui sont donc des pourfendeurs de la monarchie, qui considèrent que le roi, justement, par exemple, après le massacre de la Saint-Barthélemy, en août 1572, considère que le roi n'est plus un roi, mais un tyran. Et donc, il est légitime de le renverser. Des auteurs vont venir, en quelque sorte, au secours du roi. Des auteurs vont venir défendre la monarchie et vont renforcer l'absolutisme. Et Jean Bodin en est une illustration particulièrement marquante. Jean Bodin est un penseur français, c'est le fils d'un négociant assez fortuné qui appartenait à une famille de juristes, de magistrats, et justement, Bodin va faire de brillantes études de droit à l'université de Paris, et puis il va enseigner le droit romain à Toulouse, et enfin il va rejoindre Paris et devenir avocat au Parlement. Donc Bodin est un juriste qui a une connaissance très fine du droit romain, puisque Bodin est un humaniste. C'est un grand érudit qui va écrire sur des sujets extrêmement variés. Là, je vais vous parler de l'œuvre politique de Jean Bodin, mais il a écrit sur des sujets extrêmement larges. Par exemple, il a écrit un ouvrage sur la sorcellerie, la démonomanie des sorciers. Et donc, il explique justement comment est-ce qu'on détecte de la sorcellerie, comment est-ce qu'on doit punir un sorcier. Et on est à une époque où justement la question de la sorcellerie a un intérêt très particulier. Alors, Bodin est surtout resté, bien sûr, dans nos mémoires, et la postérité a retenu de lui son œuvre politique qu'il développe notamment dans un ouvrage majeur publié en 1576, ouvrage majeur qui s'intitule « Les 6 livres de la République ». Les 6 livres de la République. Et il s'agit là d'une des œuvres les plus importantes de l'histoire de la pensée politique, une œuvre qui a encore des résonances jusqu'à nos jours, car dans les 6 livres de la République, Jean Bodin donne une définition précise à la fois de la République, qui aujourd'hui a bien sûr une importance capitale, et de la souveraineté. République et souveraineté. On va voir justement ces deux éléments. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une république? Parce que le livre de Bodin s'intitule « Les 6 livres de la République ». Alors, vous savez, le mot « république » vient du latin « res publica », c'est la chose publique. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a en quelque sorte rien dit. D'accord, c'est une chose et elle est publique. Bon, d'accord, elle n'est pas privée. Mais ce n'est pas suffisant. Alors la définition de la République forme tout simplement la première phrase du livre de Jean Bodin. Quelle est cette définition? Je cite Jean Bodin, il écrit « République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. » Alors, cette définition reste quand même obscure et donc il faut l'identifier point par point. Déjà, c'est un droit gouvernement. La République est un droit gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui répond à des exigences morales, qui respecte des principes supérieurs, donc on n'est pas dans le prince de Machiavel ici. Un gouvernement qui ne respecte pas justement des principes supérieurs, comme par exemple les lois naturelles ou les lois divines, qui sont si importantes à l'époque, ne peut pas être appelé une république. Par exemple, un groupe mafieux,
une bande de pirates, une organisation criminelle, ne peut pas, selon Bodin, être une république. C'est pas possible puisque ce n'est pas un droit gouvernement qui est conforme à la morale ou aux lois naturelles et divines. La République est un gouvernement de plusieurs ménages. Ce qu'il faut entendre ici, c'est plusieurs familles. Selon Bodin, la cellule essentielle de la société, ce n'est pas l'individu. Comme par exemple, chez Aristote, on voit que c'est l'individu qui est quand même essentiel. Et puis Rousseau, plus tard, placera aussi l'individu au centre. Là, on est dans un système de famille. La politique est perçue comme une affaire de famille. Et donc, l'État est un assemblage de plusieurs familles. Troisième élément de la définition, l'objet de ce gouvernement est ce qui est commun. Ce qui est commun à ce groupe de familles. Bodin distingue le gouvernement familial du gouvernement de la République. On est au XVIe siècle. Bodin considère que dans la famille, le père gouverne ce qui lui est propre, et il gouverne les affaires privées de la famille. Et de la même manière que finalement le père gouverne sa famille, le roi gouverne la société. Sauf que dans la République, le gouvernement porte sur ce qui est commun à plusieurs familles. Donc il y a ici un intérêt collectif qui rassemble toutes les familles dans une communauté d'intérêts. Et puis, quatrième élément de cette définition, c'est bien sûr la puissance souveraine. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, le concept se trouve depuis le XIIIe siècle. Il vient du latin superus, qui signifie supérieur, superus, supérieur. Et donc, la souveraineté est comprise comme une puissance supérieure, c'est-à-dire une puissance qui ne connaît pas de supérieur. Être souverain, c'est finalement ne pas avoir de supérieur, être le dernier échelon de la pyramide du pouvoir. Donc, il n'y a de république, selon Bodin, que si la puissance exercée est souveraine. Tant qu'il y a un supérieur, on n'est pas vraiment souverain, et donc il n'y a pas de république authentique. Et donc il faut s'attarder sur ce concept de souveraineté qui, encore aujourd'hui, est absolument central pour comprendre la pensée politique. Alors selon Jean Bodin, la souveraineté se définit, je le cite, comme une puissance de commander et de contraindre sans pouvoir être commandé et contraint par qui que ce soit. La souveraineté se définit comme une puissance de commander et de contraindre sans pouvoir être commandé et contraint par qui que ce soit. Donc vous êtes vraiment au-dessus. Vous avez le droit de donner des ordres, mais vous n'en recevez de personne. C'est ça, être souverain. Alors cette souveraineté, d'après Jean Bodin, possède trois caractères essentiels. La souveraineté, déjà, doit être, premier caractère, absolu. Absolu au sens de parfait. Le roi n'est pas lié juridiquement, et là on voit que c'est un fin connaisseur du droit romain. Le roi doit disposer d'une véritable liberté législative. Il doit légiférer comme bon lui semble. Deuxième caractère de la souveraineté, elle doit être indivisible. La souveraineté ne se partage pas. La souveraineté doit appartenir tout entière à une seule personne ou à un seul corps, à une seule institution. Donc elle est absolue, elle est indivisible. Et troisième caractère, la souveraineté est perpétuelle. La souveraineté n'est pas limitée dans le temps. Elle est irrévocable. C'est un attribut fondamental de l'État. Sa disparition, la disparition de la souveraineté, signifie tout simplement la disparition de l'État lui-même. La notion de souveraineté est donc consubstantielle à celle de perpétuité. Les États, en principe, justement,
fondée sur la conception de Bodin, ne meurt jamais, contrairement aux gouvernants qui, eux, se succèdent de génération en génération, ou même au peuple qui se renouvelle. L'État, lui, perdure. C'est une fiction juridique. Et Bodin, justement, fonde ici, avec la République et surtout avec la souveraineté, une des fictions juridiques les plus importantes dans l'histoire de la pensée politique. Alors, l'œuvre de Jean Bodin est une réaction doctrinale contre les guerres de religion qui mettent gravement en danger l'unité du royaume qui est véritablement en péril. Et donc, par sa théorie, Jean Bodin veut encourager le renforcement du pouvoir royal. L'État devient une structure intemporelle chargée de concentrer le pouvoir politique sans être affecté par le décès de ses dirigeants. Et c'est pour ça que c'est très important. La théorie de Bodin permet de distinguer la souveraineté qui ne meurt jamais du gouvernement, qui est appelé, naturellement, à changer. Alors, en s'appuyant sur cette théorie de la souveraineté, Jean Bodin propose une nouvelle approche dans la classification des régimes politiques. Pour Jean Bodin, il faut distinguer les différents régimes politiques, non pas suivant celui ou ceux qui détiennent le pouvoir, les gouvernants effectifs, mais suivant celui ou ceux qui détiennent la souveraineté. Et ça, c'est vraiment une dimension juridique très importante. C'est vraiment une subtilité qui est fondamentale. Pour Bodin, il y a 3 détenteurs possibles de la souveraineté qui aboutissent à 3 régimes politiques différents. Premièrement, lorsque la souveraineté est détenue par un seul, l'État est une monarchie. Deuxièmement, lorsque la souveraineté est détenue par une partie du peuple, par exemple par les meilleurs, il s'agit d'une aristocratie. Et puis, troisièmement, lorsque la souveraineté est détenue par l'ensemble du peuple, on a affaire à une démocratie. C'est donc le détenteur de la souveraineté qui permet d'établir le type d'État auquel on a affaire. Cependant, et c'est là la subtilité de Jean Bodin, le souverain peut ensuite déléguer l'exercice concret du gouvernement à d'autres. Par exemple, un État démocratique où le peuple est souverain peut confier le gouvernement à un roi ou à une élite. Et inversement, on peut imaginer justement une aristocratie souveraine qui confierait le pouvoir à une seule personne, par exemple. Donc, il faut bien distinguer le souverain et le gouvernant, et cette distinction va avoir une importance capitale dans la suite de l'histoire. C'est notamment cette distinction entre le souverain et celui qui gouverne qui va permettre, par exemple, à Emmanuel Sieyès de développer sa théorie de la souveraineté nationale, qui fonde encore aujourd'hui, finalement, les grands principes de la Ve République. Contrairement à Aristote, à Polybe ou à Cicéron, Jean Bodin réprouve la préférence qui est souvent accordée au régime mixte. Préférence qu'a aussi Machiavel, par exemple. Et pour Jean Bodin, de tels régimes mixtes sont mauvais dans leurs principes, car ils desservent le concept même de souveraineté. Bodin fait clairement le choix d'un régime qui ne soit justement pas mixte, qui soit pur, et il a une préférence, qui n'est pas une surprise pour un jurisconsulte du XVIe siècle, il a une préférence pour la monarchie. Pour lui, la souveraineté et le gouvernement doivent être confiés à un roi, car si c'est la multitude qui est souveraine, cela risque de conduire au désordre, et donc il faut privilégier un gouvernement royal et un État monarchique, un État dans lequel un seul détient la souveraineté et exerce en même temps le gouvernement. Ainsi, en expliquant cela, Jean Bodin vient légitimer la monarchie absolue. C'est pour ça que c'est un penseur
majeur de l'absolutisme. Alors, ces idées de Jean Bodin vont connaître un énorme succès, et sa théorie de la souveraineté, encore aujourd'hui, elle est fondatrice du droit international public. On le voit, la question de la souveraineté des États est au cœur de l'actualité, finalement, la plus chaude. Alors, les idées de Bodin vont ensuite être développées, reprises par d'autres penseurs, comme le juriste Cardin-Lebray, par exemple. Et puis, surtout, les idées de Bodin vont trouver une résonance pratique, notamment par l'intermédiaire de Richelieu, et puis surtout sous le règne de Louis XIV. Louis XIV qui va justement achever le projet d'une monarchie absolue, une monarchie pure et sans partage dont rêvait Bodin. Une monarchie capable d'assurer la paix, la sécurité, l'ordre. Bossuet, qui justement est évêque de Meaux et l'une des grandes figures intellectuelles du siècle de Louis XIV, Bossuet va prolonger en quelque sorte la doctrine de Bodin en lui assurant une légitimité divine. Et le modèle français à la fin du règne de Louis XIV, c'est la monarchie absolue de droit divin. Et donc Bossuet, Jacques Bénigne Bossuet, va écrire un ouvrage qui s'appelle « La politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte ». La politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, dont le projet de Bossuet peut nous apparaître en quelque sorte surprenant. Il s'agit de rechercher dans la Bible, dans les évangiles, des principes politiques qui pourraient être mis en application. Donc là, on voit qu'on est complètement à l'inverse du projet machiavélien. Et donc, Bossuet défend ici la monarchie absolue de droit divin comme le meilleur régime qui puisse exister. Et il reprend et approfondit la vieille idée selon laquelle le pouvoir royal est un ministère. Le pouvoir royal est un ministère directement octroyé par Dieu, et donc le roi est le premier serviteur, et du moins l'un des premiers serviteurs de Dieu. Par conséquent, le roi tire uniquement son pouvoir de Dieu et n'est donc responsable que devant lui, et le peuple doit lui obéir sous peine de sacrilège. Ne pas obéir au roi, ce serait en quelque sorte défier la volonté divine. Donc vous voyez, on a comme ça une construction politico-juridique extrêmement complexe à la fin du règne de Louis XIV, avec cette théorie de la souveraineté et de l'absolutisme de Bodin, qui est ensuite maquillée justement avec la légitimité divine, et on arrive à la monarchie absolue de droit divin. Par conséquent, l'apport de Jean Bodin à la pensée politique, même si on pourrait se dire, voilà, Jean Bodin, on est à l'époque des guerres de religion, c'est une époque dépassée, en quelque sorte, son apport est absolument immense, à la fois, bien sûr, dans l'histoire, mais jusqu'à nos jours. Nous vivons dans une république, et l'un des premiers livres de la modernité politique a essayé de définir véritablement qu'est-ce qu'une république, c'est bien sûr Jean Bodin. Et cette distinction entre le souverain et le gouvernement est absolument fondatrice pour notre époque.